Jungle. Merci de faire confiance à la référence sportive Radio Sport FM. Nous sommes ensemble pour 1 heure d'émission, 1 heure pour évoquer des sujets liés à notre profession, celle du journalisme bien sûr, 1 heure pour parler de la gestion de la crise sanitaire par les médias, la liberté de la presse au Togo, fiction ou réalité. La question sera à nos confrères. Et puis quel traitement des médias, bien sûr en cette période de crise sanitaire. Et voilà, entre autres lignes à aborder dans cette émission spéciale, émission sur Radio Sport FM, en synchro avec plusieurs autres médias, Nana FM, Canal FM, Zephyr FM, Métropolis FM et Victoire FM. Nous sommes en compagnie de 3 confrères. C'est un plateau de secrétaires généraux. Nous sommes bien sûr avec le secrétaire général du patronat de la presse togolaise. Nous sommes également avec le secrétaire général du Conseil national des patrons de presse. Et puis également, nous sommes avec le secrétaire général de l'association togolaise des organes de presse privée en ligne à Topel. Anas PM assure la mise en onde de cette émission. Je suis Latif Yorouma. Émission spéciale sur Radio Sport FM à retrouver en vidéo grâce bien sûr à Elom à Dovon. Ce sera ou c'est bien sûr sur le www.radiosportfmtg.com. Nous accueillons nos invités. Rodrigue Ahego, secrétaire général du patronat de la presse togolaise. Rodrigue, bonjour. Bonjour Latif Yorouma, bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonjour également à mes confrères avec qui nous allons partager ce plateau. Merci également à toute l'équipe de Sport FM. Marc Aboflan est en studio, il est le secrétaire général du Conseil national des patrons de presse. Marc, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux confrères en studio et bonjour à tous les fidèles auditeurs de Sport FM et également de toutes les radios où les gens nous suivent. Également dans le studio Mensan Niamey, Jacques Lemou, secrétaire général de l'ATOPEL, l'association togolaise des organes de presse privée en ligne. Bonjour Jacques. Bonjour mon frère, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment. Et bien de choses à tout le personnel de Sport FM. D'accord. Nous parlons d'abord de nous, la liberté de la presse, 27e, journée internationale de la liberté de la presse. C'était le 3 mai dernier. Le thème de l'année, journalisme sans crainte ni complaisance. Comment concevez-vous la notion de liberté de la presse, chers confrères? Rodrigue? Merci pour la question. D'entrée, je dirais que quand on prend le thème de la célébration de cette 27e journée de la liberté de la presse dans le monde, je suis attaché à 2 éléments principaux, notamment la crainte et également la complaisance. Alors, le thème nous invite à œuvrer à asseoir une liberté de presse sans crainte ni complaisance. Et c'est assez profond. Parce que dans nos États, vous avez comme l'impression que cette liberté, on la donne sur papier, mais au même moment en bas, on a les pieds sur le ralentisseur. C'est-à-dire, on relâche un peu l'embrayage pour que... on a plutôt le pied sur l'embrayage pour que le véhicule n'avance pas. Mais au même moment, on passe la vitesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de liberté lorsque les conditions dans lesquelles doivent être exercées cette liberté ne sont pas totalement acquises. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes sur, je dirais, les marches d'un escalier. On fait l'effort d'aller de l'avant, mais ce n'est pas totalement suffisant. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus attaché à l'indépendance économique. C'est un peu comme quand on parle de l'indépendance de nos États, il n'y a pas l'indépendance économique, c'est une sorte d'indépendance de façade. Aujourd'hui, que vaut la liberté de presse sans les moyens adéquats pour exercer véritablement cette liberté, notamment en respect du droit? Et quand vous prenez la thématique droit qui encadre la liberté d'expression, vous comprenez que de la Déclaration universelle des droits de l'homme aux dispositions, juridiques prises par les États, notamment le Togo par exemple, on donne, mais on dit attention, ça doit se faire en respect de ceci, cela et l'autre. Et des fois,
surtout dans nos États où il n'y a pas un mécanisme qui permette, par exemple, l'autosaisine. Lorsque, par exemple, vous faites un travail d'investigation et que, puisque l'opinion nationale a le droit d'être informée, vous avez le devoir de l'informer, de lui donner la vraie information. Vous sortez l'information, vous publiez l'information, par exemple, on vous traque. Et quand on va vous traquer, vous serez là. Il y aura certes les organisations de presse derrière vous, mais sur le plan juridique, il n'y a pas assez d'éléments qui vous protègent. Quand je fais allusion, par exemple, au journalisme d'investigation. J'ai eu la chance, pour chuter, de poser la question au président de la APLUSIA, et parce que moi, dans mon organisation, j'ai des journaux qui sont inculpés pour avoir, par exemple, publié des dossiers issus de leur investigation, notamment sur les détournements de fonds destinés à la construction de la route Le Vaughan-Enfoin. Alors, quand je lui ai posé la question, malheureusement, il m'a dit, sur le plan juridique, il n'y a pas de protection. Donc, comprenez, si liberté, il faudra donc, un mécanisme pour l'instant, ça reste des mots, c'est ça? Non, ça ne reste pas des mots. Nous sommes, la liberté. C'est pour ça que je dis, nous avançons, mais nous aurons souhaité qu'il y ait plus de marge de manœuvre qui nous permettent d'asseoir véritablement cette liberté d'expression sans crainte ni complaisance. Jacques Lemon, la notion de liberté de presse au Togo. Nous sommes au Togo. D'abord, merci pour... excusez-moi. Merci pour l'invitation et merci pour la question, puisque nous traversons cette période dédiée à la liberté de la presse. D'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais qu'on lise ce que le Code de la presse consacre à ce sujet. Oui. Chapitre 3, principes généraux, section première de la liberté de la presse. Article 6, la liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est régulée et protégée par la loi. Toute personne a la liberté d'exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tout autre moyen ses opinions ou les informations qu'elle détient dans le respect des limites définies par la loi. D'accord. Oui, on revient, on détaille ou on monnaie justement. On monnaie, s'il faut arriver effectivement au détail, je peux dire que déjà le fait que la loi ait consacré cette place principalement à cette liberté-là est déjà un acquis. Maintenant, est-ce que dans la faisabilité, dans la pratique, ça se fait? On peut dire, comme mon confrère vient de le reconnaître, qu'il y a des avancées. Ça, il faut le dire. Parce que, je le dis toujours, qu'il y a une chose, peut-être là, on a évolué un peu au Togo. Avant, quoi qu'on fasse du bien, on ne voit que le mal dans le bien. Il va falloir également qu'on trouve que, également, ça a avancé. Il reste à faire. Il faut qu'on en fasse. Mais il y a une partie du passage que vous venez de lire qui dit elle est régulée, cette liberté, régulée par la loi. Régulée par la loi, ça veut dire que nous sommes dans un domaine encadré. Il y a la HAC qui encadre le travail que la presse fait. Et moi, sauf que beaucoup trouvent que cette HAC est une hache. On le dit souvent. Par expérience. Pour le simple fait d'avoir approché, par exemple, les membres de la HAC, j'ai constaté effectivement que parfois, il y a des préjugés et il faut aller, et parfois aussi également l'information. Je donne un exemple. Il y a tout dernièrement, il y a par exemple, moi je représente la presse en ligne, oui. Et en tout cas, dans ce studio, je puis le dire ainsi, il y a une presse qui ne faisait même pas partie d'Atopel, qui a été convoquée. C'est-à-dire que ce n'est pas la HAC même qui a convoqué cette presse-là, c'est un citoyen, quelqu'un qui est venu porter plainte contre cette presse-là. Oui. Et là, au départ, le confrère avait cru que non, c'était juste, comme vous le dites, la hache. Mais bizarrement, il a fallu que le confrère réponde et qu'il se rende compte que ce n'était pas nécessairement ça. Pourquoi? Parce la HAC a pris plutôt sa défense, c'est bien cela? Oui, parce qu'il avait les preuves. L'essentiel de ce qu'on peut dire ici, c'est qu'avant de publier un article, avant de rendre public, de diffuser une information, il faut s'assurer
qu'on a les preuves. Les preuves, il faut que ça respecte justement la déontologie de notre profession. Marc Abouflan, la notion de liberté, vous représentez le CONAP ici. Oui, bien évidemment. Vous savez, j'ai plusieurs éléments à relever sur les interventions des confrères, oui, mais sur la notion de liberté de presse en général. Pour moi, la liberté de presse est un acquis, est un idéal, pas un acquis, est un idéal auquel on tend tous les jours. Et le fait de jouir effectivement de cet idéal-là est de la responsabilité conjointe de tous les acteurs, et primo des journalistes. Des fois, j'ai l'impression qu'on pense que le fait que notre Constitution consacre la liberté de presse est un blanc-seing qui est donné aux journalistes pour faire ce qu'ils veulent. Et à mon avis aussi, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne comprennent pas encore cette nécessité-là, surtout les politiques et un certain nombre d'hommes d'affaires de société qui ne comprennent pas que nous sommes dans une société où les journalistes représentent un maillon important. On reviendra peut-être dessus quand on va parler du Covid, mais les médias, la presse est un maillon très important de cette société. C'est pour ça qu'il y a des lois spécifiques, des choses spécifiques qui sont mises en place pour protéger ces journalistes-là. Et à chaque fois, beaucoup voient encore le journaliste dans la société comme un ennemi et comme la personne à abattre par tout moyen. Et je pense que ce sont ces personnes dans nos sociétés qui mettent véritablement à mal la liberté de presse dans notre pays, dans nos sociétés. Ils en sont beaucoup. Pour moi qui suis sujette à un procès qui est toujours en cours depuis près d'1 an déjà, et pour des raisons même que je dirais n'en valent pas la peine, parce que dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres cas, les gens préfèrent s'attaquer au maillon le plus faible. Et nous, les journalistes, les conditions dans lesquelles nous exerçons font que nous demeurons un maillon faible. Les médias n'ont pas la possibilité aujourd'hui, quand ils sont face à des contraintes, de représenter un véritable poids. On n'est pas solidaire ? Non, pas forcément la solidarité, mais vous savez, vous avez des entreprises dans d'autres pays, des entreprises de presse qui à eux seuls pèsent des millions de dollars. Et donc, quand vous voulez vous attaquer à un journaliste de cette société de presse-là, vous craignez les avocats et tout ce qui peut s'ensuivre. Mais nous avons des médias encore fragiles. Je ne connais pas véritablement de médias au Togo pour le moment. Des entreprises, si on peut le dire. Difficile. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas de médias solides qui puissent faire face à cette pression-là en face. La pression, elle est permanente. Vous savez, que ce soit en France, dans les grandes démocraties, la liberté de presse est toujours tirée sur le fil. Même si chez nous, c'est encore plus dangereux que dans d'autres pays, c'est toujours tiré sur le fil partout. Oui. Mais c'est cette capacité des médias à représenter un rapport de force face à ceux qui sont les oppresseurs de cette liberté de presse. C'est de cette capacité que nous ne disposons pas encore pour le moment. Et j'ose espérer, je veux bien croire que notre combat ne sera pas un combat épars, ne sera pas un combat pour désigner le coupable de cette oppression permanente dont nous sommes victimes en tant que journalistes, mais ce sera un combat pour nous renforcer, nous, en tant que médias. Je pense que c'est ce que nous avons commencé par faire au niveau du CONAP depuis un certain moment, pour nous renforcer nous-mêmes en tant que journalistes, pour mieux protéger cette liberté de presse. Parce que il y a beaucoup de libertés, il n'y a pas seulement la liberté de presse, il y a la liberté de manifester. Mais si vous lâchez du lest, si vous qui devez jouir de cette liberté, vous n'êtes pas capable de présenter un moyen de pression fort face aux oppresseurs, hein, et ce n'est pas seulement le gouvernement. Moi, j'ai vu à des manifestations de l'opposition, même des journalistes être brimés, des journalistes empêchés de faire le travail. Donc, il y a le gouvernement, il y a des fois des sociétés, des individus qui veulent empêcher les journalistes de jouir effectivement de ce droit, qui veulent empêcher la population de jouir de cette liberté de presse-là, qui fait que les gens peuvent disposer d'une information de qualité. Et donc, je redis encore, le combat aujourd'hui devrait être comment mieux outiller les journalistes, avoir des médias plus forts, donc plus coriaces, pour
constituer un véritable rapport de force afin de protéger de manière permanente la liberté le travail et la liberté. Vous êtes sur Radio Sport FM, émission spéciale en synchronisation avec plusieurs autres organes, Nana FM, Canal FM, Zéphyr FM, Métropolis FM et puis Victoire FM. Les médias, sinon les journalistes, sont regroupés dans plusieurs organisations. Il y a d'abord la RAC qui représente l'État dans cette situation. Il y a l'OTM, il y a le CONAP, il y a le PPT, il y a l'URATEL, il y a la TOPEL. Elles sont nombreuses, ces organisations, pour pouvoir également faire front à ces genres justement de menaces, à ceux qui justement empêchent les journalistes de travailler. Rodrigue Ahego. Les organisations de presse ont pour mission fondamentale de défendre les intérêts de leurs membres, donc des journalistes qui militent au sein de ces organisations. Y compris peut-être la liberté donc, aussi. Oui, parce qu'il faut préserver. C'est cette liberté-là qui nous rassemble au fait. Et c'est pour ça que la lutte permanente est de faire de sorte que, comme Marc l'a dit tout à l'heure, qu'on ne puisse pas constituer des obstacles, que l'État ne mette pas assez de barrières à l'expression de cette liberté-là. D'accord ? Mais comme je l'ai dit, il y a toujours des éléments sur lesquels, quand vous les vivez, vous comprenez au fait fond, comme je l'ai dit, que c'est une liberté. C'est un peu comme donner avec la main droite et reprendre avec la main gauche. Alors, si je dois revenir à l'exemple par rapport à la hack que mon confrère a donné tout à l'heure, vous n'êtes sans savoir que nous avons 3 journaux qui ont été suspendus par la hack sur la base de la plainte d'un ambassadeur. En début d'année, c'est bien cela. Ou bientôt, ça reste encore vivace voilà. Comme information là, parce qu'il y a encore un confrère qui n'a pas encore purgé ces 2 mois de sanctions. Mais par rapport aux informations, alors, il y a ces organisations, qui ont plaidé. Quand vous prenez ce que nous voudrions que la HAC représente, c'est un peu comme vous êtes enfant et dans un coin de rue, quelqu'un vous poursuit, vous devez pouvoir rentrer à la maison avec la fierté de croiser un grand frère ou un parent qui fasse barrière pour que l'agression que représente cet individu qui vous poursuit ne puisse pas atteindre un objectif donné. Alors, lorsque vous prenez par exemple quelqu'un qui vient se plaindre, et nos codes prévoient, lorsque quelqu'un se sent lésé, se sent embêté, s'indigne par rapport à une publication faite dans les colonnes d'un journal, mais ce qu'il faut premièrement faire, si vous entendez le droit de réponse. Le droit de réponse s'exerce dans ce cas-là. Mais lorsque vous arrivez et qu'un plaignant, ça ne s'impose pas, c'est un peu comme c'est devenu une sorte de culture. D'accord? Dans ce cas, la plainte vient directement à l'organe. C'est ça? Non, ça ne passe pas à la HAC. On va se plaindre à la HAC. Des fois, si on peut se plaindre au niveau de l'OTM, il y a eu plusieurs affaires qui ont été gérées au niveau de l'OTM. Et la HAC ou l'OTM vous l'impose, c'est bien cela? On invite, on écoute, et après, lorsque c'est établi que, voilà, vous comprenez et vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'accord? Maintenant, dans le cas précis, revenant, puisque mon confrère a donné l'exemple tout à l'heure, il faut vivre. Dans le cas précis, le plaignant écrit noir sur blanc qu'il veut une gestion à l'amiable. Il ne veut pas faire usage de son droit de réponse. Et il dit, en cas de récidive, que la HAC puisse prendre ses responsabilités. Et alors, dans le traitement de cette affaire-là, la première option à prendre, quand le plaignant parle de gestion à l'amiable, ça voudra dire, voilà, on se comprend et puis on se sépare et chacun se respecte. Que prochainement, ça ne se reproduise plus. Mais dans ce cas précis maintenant, tac, ces sanctions. Alors, dites-moi, est-ce un enfant protégé au nom de la liberté de la presse? Ou bien est-ce un enfant qui est oppressé par celui qui est censé le protéger? Si je comprends, la HAC, selon certains, est un bourreau. Je ne le dirai pas. C'est pour ça que je dis, ça dépend de l'expérience. Moi, personnellement, plusieurs fois, on m'a invité à la HAC, pas pour l'équipe qui est là actuellement, mais 2 ou 3 fois au moins, on m'a dit d'aller vendre des beignets. C'est-à-dire quand vous allez vous écouter des énormités. Quand on vous dit par exemple que ça dit que vous êtes animateur d'une émission et qu'on vous dit, vous avez invité par exemple Marc dans votre émission et Marc tient un journal que moi je ne peux pas faire lire à mon chien à la maison. Vous savez ce que vous dites à l'endroit de la personne? Oui, moi je l'ai écouté là. Donc je veux partir de ces exemples précis. C'est pour ça que j'ai dit que notre souhait est que nous puissions atteindre la base d'une liberté d'expression
sans crainte ni complaisance. Ni complaisance. C'est en cela que j'insiste sur c'est le la thème complaisance de cette et la année. crainte. Parce que, Marc l'a dit, vous êtes libre, oui, publiez. Vous ne pesez pas. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'on pèse? C'est ça. Et la plupart, aujourd'hui, quand vous allez ailleurs dans les services et tout, on voit le journaliste comme un mendiant qui arrive juste pour prendre quelques billets, quelques miettes. Nous allons évoluer. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Oui. Il y a un état d'urgence décrété par le chef de l'État, 3 mois. Alors, en cette crise, ou bien en cette période de crise sanitaire, il y a quand même des informations qui sur le Covid-19. Est-ce que vous, en tant que journaliste, ou nous, en tant que journalistes, nous avons facilement accès aux informations liées justement à cette pandémie? Jacques Lemon. Oui, par rapport à cette question, c'est oui et peut-être un petit non. Oui, parce que nous avons quand même, par rapport au site du gouvernement, des informations qui sont mises à jour régulièrement où on peut aller puiser. Le site, c'est le www.covid19gouv.tg. Bien ça. Alors, vous allez sur ce site, vous pouvez puiser quand même certaines informations et en tant que journaliste, les traiter et encore mettre ça facilement à la disposition de nos populations. Maintenant, il y a certaines, quand je dis un petit non, ça veut dire qu'il y a cette petite complexité là pour avoir certaines informations. Parce qu'en tant que journaliste, je peux parler de quand on veut, quand il faut nécessairement aller voir, par exemple, un malade. Supposons qu'on veuille voir un malade et voir son état, tout ça là, comme on le voit. Actuellement, il y a tellement de précautions que quand vous demandez d'aller vous-même, par exemple, au CHR, Lomé Commune, aller vers les malades, faire par exemple un peu plus de reportage et autres. C'est avec beaucoup de précautions que le comité gère ça. Et donc, on se fie tout simplement à des informations publiques et officielles que, je peux dire, le comité ou le gouvernement met à notre disposition à travers ce canal-là. Est-ce que ce n'est pas peut-être pour éviter de vous exposer, justement? Il y a aussi cette raison qui est évoquée. De toutes les façons, il faut savoir que Covid-19, par rapport à cette pandémie, on a toujours ce risque-là de contamination qui doit être nécessairement, qui doit être nécessairement recadré. Sinon, il faut lutter nécessairement contre la propagation. Et donc, nous, en tant que journalistes, on voit à quelque part également que nous sommes exposés en allant nous serons exposés en allant vers ces malades. Et donc, par rapport à la facilité d'acquérir l'information à ce niveau, c'est un peu compliqué. Et c'est ce que moi, je peux dire, du moins pour le moment. Avant la crise, cette question se pose, mais nous sommes en pleine crise sanitaire. Marc, est-ce que vous avez accès facile aux informations liées à cette pandémie? C'est très, très difficile d'avoir accès, disons-le tout de go, et ayant le courage d'appeler le chat par le chat. C'est très difficile d'avoir des informations relatives à la gestion de la crise sanitaire. La première information, en tout cas, qui est difficile d'accès, ce sont les actes officiels pris par le gouvernement. Le gouvernement fait essentiellement des communiqués. Et moi, en tant que journaliste, quand je vais à la recherche des actes officiels, il y a eu un état d'urgence. Quelle est l'ordonnance qui institue cet état d'urgence-là pour voir qu'est-ce que ça implique? Je n'ai pas encore trouvé jusqu'aujourd'hui. Ensuite, toutes les mesures de restriction. Vous savez, la liberté de circuler est un droit constitutionnel. Et quand on en vient à restreindre ce droit constitutionnel pour des mesures d'état d'urgence, il faut une loi. Le gouvernement a obtenu l'autorisation de légiférer par ordonnance. Et depuis, je n'ai pas trouvé cette ordonnance qui institue les différentes mesures. Il n'y a eu que des communiqués. Et c'est très difficile de faire le travail de journaliste dans ce cas-là parce que nous devons aller sur des informations vérifiées. Est-ce le gouvernement qui prend des décisions sans les consigner dans l'ordonnancement juridique du pays? Ça, ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. Autre chose, ce sont les informations sur la riposte sanitaire. Quel est l'ensemble des mesures prises par le gouvernement aujourd'hui dans le cadre de cette? Personne ne sait. On n'y va que par des bribes qu'on veut donner ici et là.
Et même quand vous allez à l'information, c'est difficile. Le ministère de la Santé est presque indisponible pour répondre aux communiqués et tout. Il n'y a pas de... Pour répondre, en tout cas, à chaque fois qu'on veut avoir des explications, et même sur les fameux centres. Il y a encore quelques jours, il y a des informations qui circulaient sur des cas positifs dans une zone comme Badou. Le gouvernement n'a jamais communiqué dessus. Et quand vous demandez, ou en tout cas, ceux qui sont indiqués pour confirmer ces informations-là, vous disent toujours qu'ils vous reviennent. Vous n'aurez personne pour vous répondre. Il y a même cette loi qui a été adoptée, qui déjà, pendant qu'on n'était pas la loi sur l'accès à l'information publique, pendant qu'on n'était pas en période de crise sanitaire, cette loi-là, on avait des difficultés à l'appliquer, à avoir accès à ces informations. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Ne serait-ce que pour avoir les laissez-passer de journalistes. Vous voyez, vous rendez compte que, de par notre métier, il peut nous arriver, soit de vouloir traverser les barrières mises en place ou de sortir la nuit. Mais même les laisser-passer, c'est jusqu'aujourd'hui. Non, pour la question du laisser-passer, je ne sais pas, je vais laisser Marc continuer. Oui. Pour la question du laisser-passer, vous aurez le temps de... Avec les organisations de presse, on s'est entendu que la HAC avait pris en charge ça pour que le ministère puisse nous délivrer. Les demandes ont été envoyées. Jusqu'aujourd'hui, ces laissez-passer n'ont jamais été fournis. Je ne sais pas à quel niveau ça cloche, mais ça fait partie des entraves à notre métier dans cette période. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Nous sommes un métier au front. À part les médecins, nous sommes l'un des corps qui abattons quand même un métier considérable. Et à mon avis, le gouvernement est conscient de ça. C'est pour ça qu'il y a eu un portage spécial de l'aide de l'État à la presse de 50 millions de francs CFA. Ce qui, même si on peut dire que le montant même n'est pas beaucoup, par rapport à ce qu'on obtenait, c'est quand même... Il y a eu du mieux. 50% de plus, juste pour cette crise sanitaire. C'est dire que le gouvernement, à un niveau donné, montre qu'il y a cette conscience-là du travail ou de l'importance que représentent les journalistes. Puisque, vous savez, pour parler même de la maladie et des mesures barrières, ce sont les médias. Pour parler des mesures de riposte mises en place par le gouvernement, ce sont les médias. Pour sensibiliser même sur les cas et tout ce qu'il faut. Ce sont les médias qui sont au front. Il faut éviter les contacts, il faut éviter les regroupements et donc et même aujourd'hui, il faut une communication lointaine. Exactement. Et même aujourd'hui, avec la prolifération des fake news, ce sont les médias toujours qui sont au front pour démêler l'information vraie. Le vrai du faux. Oui. Et donc, pour tout ça, je pense que nous sommes en état d'urgence. Il faut nous aider aussi. Il faut faciliter le travail du journaliste dans cette période-là. Et sur ça, je pense que le ministère de la Communication et le ministère de la Santé ont lamentablement échoué à nous donner ce qu'il faut pour nous permettre véritablement d'affronter cette maladie sans problème. Avant, Rodrigue, vous voudriez rebondir sur un aspect, Jacques. Oui, surtout sur l'aspect concernant les laissez-passer. Laissez-passer. Pas plus tard qu'hier, par exemple, il y a un de nos confrères qui me voyait avec ce problème-là, qu'il allait vers Atapamé, mais arrivé au poste de péage à Davier ici, on l'a obligé à retourner parce qu'il n'avait pas de laisser-passer. Alors, il me posait la question, qu'est-ce que les organisations sont en train de faire dans cette logique? Il allait à Atapamé, pourquoi? Parce que c'est aussi ça, en fait. C'est dans l'exercice de toutes les façons, c'est dans l'exercice de sa fonction. Voilà. Parce que là, sinon, par les exemple, déplacements sont... Là, par exemple, on parle de Badou, tout ça là. Parfois, il faut aller aussi vérifier. Le journaliste doit aller vérifier tout cela. Alors, je voudrais tout simplement ajouter, parce que c'est l'occasion, que véritablement ces laissez-passer-là puissent être disponibles au plus tôt que possible, parce que c'est très important. Je sais que la HAC nous avait parlé de ça, que c'était possible qu'on ait des laissez-passer. Effectivement, comme Marc vient de le dire, où est-ce que le problème... C'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui la délivre, en tout cas. Bon, si c'est là, qu'on nous fasse ça rapidement. Voilà. C'est très important. Rodrigue Ahego, je crois que ça rejoint le premier aspect de presse dont nous parlons, parce qu'on ne nous respecte pas dans ce pays. Nous sommes limités, il y a des bornes, c'est ça? Si on nous respectait, en période de pandémie, avant de décréter quoi que ce soit. Et si on savait que nous étions maillons nécessaires dans cette lutte, je pense qu'on devait déjà prendre les dispositions. La question serait de savoir, dans ce cas, comment les journalistes doivent faire leur travail. Parce que, je l'ai dit,
Nous avons le devoir d'informer, de donner des informations vraies à l'opinion. Alors, ça, ce sont des dispositions à prendre en amont avant de décréter l'état d'urgence. Qui sont ceux qui entrent dans l'état d'urgence? On a créé les forces spéciales. On a créé ci. Dites-moi, montrez-moi là où, par exemple, on a la presse qui est le 4e pouvoir a été prise en compte dans ces dispositions-là. Il n'y en a pas. Alors, de l'autre côté... Il y a eu un bonus financier. Peut-être que ça... J'en viens. Tu me diras, là où on a écrit que les 50 millions, c'est pour aider les journalistes à prévenir Covid-19. Je ne suis pas encore arrivé là. C'est une allusion qui est faite. Il faut... Non, c'est pas une allusion, c'est un fait. Moi, j'affirme, parce que moi, je fais partie de ceux qui ont toujours négocié à tous les niveaux. Au niveau de la présidence de la République, au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale qui adopte le budget, au niveau du ministère des Finances. Nous avions déjà obtenu, nous avions communiqué dessus à l'adoption du budget 2020, c'est-à-dire en fin 2019, à l'adoption du budget 2020, nous avons obtenu une augmentation de 50% sur le budget 2020. Alors que l'aide de l'État à la presse est décaissée sur une année N+1. C'est-à-dire, l'aide qui est décaissée cette année, en avril, est l'aide de l'État à la presse comptant pour l'exercice 2019. Ça voudrait dire que sur l'exercice 2019, ce qui était prévu encore dans la période pandémique. Ce qui était prévu pour la presse, c'était 100 millions. Et le gouvernement a dit que pour aider la presse pendant cette période, ils font un effort exceptionnel de nous donner déjà les 150 millions. Sinon, est-ce qu'il y a une communication officielle? Oui, il y a une communication officielle. Puisque moi, je ne sais pas si le gouvernement c'est de ça qu'il parle. Oui, parce que dans ce cas, dont moi je parle, étant donné que je fais partie de ceux qui ont négocié... Vous étiez dans le secret, dans les secrets. Non, pas forcément, puisque au niveau de l'Assemblée, au niveau du ministère des Finances, il y a une information officielle. Et je pense que peut-être que le président du PPT n'a pas eu la question n'est pas là. La question n'est pas là. Le ministre a communiqué cela au président. Il va chuter. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le ministre de la Communication a communiqué cette augmentation-là au président des organisations de presse. Au cours d'une rencontre? Au cours d'une rencontre qu'il a eue avec eux. Et c'est pour ça que je dis que peut-être il faudrait que... Vous savez, j'en viens... Non. Soyons clairs. Oui. Aujourd'hui, les 50 millions sont rattachés à l'aide de l'État à la presse sur les mêmes critères qui les distribuent. Exercice 2019. Permettez, qui les distribue. Et dites-moi, qui est ce journaliste togolais qui aujourd'hui ne contribue pas en matière de lutte contre ce virus-là? Et est-ce que ces journalistes-là vont aller émarger sur l'aide de l'État à la presse pour faire leur boulot? Ce sont des questions. C'est en cela que je dis qu'on clarifie, qu'on dit 50 millions là. Ce n'est pas l'aide de l'État à la presse. Qu'on dissocie 100 millions pour l'aide de l'État à la presse et qu'on trouve un moyen pour que les 50 millions permettent aux journalistes de lutter contre Covid-19. J'en viens aux informations. Je l'avais dit, informer, c'est d'abord avoir l'information. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer les chiffres qu'on nous avance, ce qu'on vient raconter sur les chaînes de télévision nationales comme vérité, comme parole d'évangile. Le journaliste que je suis, on ne peut pas me renvoyer non plus vers un portail qui, à 8 heures, vous n'avez même pas les chiffres qui circulent déjà dans les groupes WhatsApp. Vous ne l'avez pas. La mise à jour se fait de façon tardive. Marquez ici les administrateurs de sites. Moi, plusieurs fois, tu prends le truc qui circule, tu vas sur le site. Le matin, tu n'as pas, ce n'est pas actualisé. Peut-être la mi-journée. Très bien. Et si j'ai une édition de 6 heures et que je dois dire aux populations togolaises qui ont besoin de savoir qu'aujourd'hui, il y a peut-être 5 cas confirmés où il y a eu 1000 tests, mais pas de cas confirmés où il y a eu un décès, par exemple. Ça voudra dire que je dois jongler dans l'information. Donc là aussi, ça entrave la liberté d'expression dont nous parlons. Et quand on revient, par exemple, à l'histoire de l'SCLA, comme je l'avais dit, ce sont des dispositions à prendre en amont pour faciliter la tâche. Parce que si aujourd'hui, on n'a pas peur que le journaliste fasse son travail sans crainte ni complaisance, aille dire ce qu'on ne voudrait pas ressortir ou ce qu'on ne voudrait pas qu'on dise, alors on a comment dirais-je, toute la manette pour par exemple, empêcher le bon travail du journaliste. Vous êtes donc, sur moi, je dis Radio clairement que Sport FM. Voilà, il faut, je dois chuter
ok. Oui, chuter. Voilà. Donc, il faut concrètement qu'on puisse nous aider à asseoir véritablement cette liberté-là, sans crainte Ni complaisance, comme le thème de cette 27e journée internationale de la liberté de presse. Vous êtes sur Radio Sport FM, la 91.9, émission spéciale en synchronisation avec plusieurs autres organes, Nana FM, Canal FM, Zephyr FM, Métropolis FM et puis Victoire FM. Nos invités, Rodrigue Ahego, secrétaire général du patronat de la presse togolaise PPT. Également en studio, Marc Aboflan, secrétaire général du Conseil national des patrons de presse CONAP. Jacques Lemon est le secrétaire général de l'association togolaise des organes de presse privée en ligne, ATOPEL. Alors, nos sujets sont liés. Alors, quel accompagnement justement pour les médias? Est-ce qu'il est juste financier? Alors, il y a 50 millions de plus, peut-être, Marc l'a dit, c'est pour justement contribuer à la lutte contre le coronavirus que l'État a fait cet effort. Vous pensez que l'accompagnement aux médias pour lutter contre la pandémie n'est que cela? Ou vous pensez que l'État devrait accompagner d'une autre manière les médias dans cette lutte? Je ne sais pas si Marc confirme, si j'ai bien compris que ces 50 millions, les 50 millions additifs constituent cet accompagnement pour les médias dans le cadre de Covid-19. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Il aura l'occasion de... Mais si c'est ça, oui. il aura l'occasion de nous confirmer ça. Si c'est ça, là... Je voulais faire une précision. Oui, il faut Marc, que j'ai cette précision-là avant qu'on ne continue. Je fasse cette précision. C'est-à-dire, les 50 millions supplémentaires qui ont été ajoutés à l'aide de l'État au titre de 2019, qui est décaissé actuellement, ont été ajoutés par le gouvernement pour aider à faire face au Covid. Bien évidemment, ce n'est pas la seule chose que le gouvernement entend faire, parce que nous, au niveau des organisations, nous avons demandé beaucoup plus. Nous avons demandé même qu'il y ait une cagnotte spéciale Covid pour permettre aux organisations de faire face à ça. Le gouvernement a trouvé bon de donner une partie rattachée à l'aide de l'État à la presse. Nous sommes toujours en négociation et nous espérons, et ça c'est ma plus grande prière, que dans les prochains jours, nous aurons, comme dans un certain nombre d'autres pays, une cagnotte spéciale liée, parce que moi j'estime encore que 50 millions pour toute la presse togolaise. Non, c'est là où il ne faut même pas parler de toute la presse togolaise. Là, c'est ce que moi il y a une nuance, il y a une nuance également à ce niveau-là. Et là, attends, il y a peut-être une question ou bien une notion liée à peut-être aider la presse éprouvée par la pandémie, ou peut-être donner cet argent à la presse pour faire face à cette pandémie. Pourquoi j'ai voulu que Marc nous confirme, par exemple, ce qu'il avait dit. Et là, si je comprends ça, je pense qu'il y a un petit couac. Il y a un petit couac. Pourquoi? Parce que nous, jusque-là, en tant que presse en ligne, parce que vous n'êtes sans savoir que jusque-là, la presse en ligne... Vous ne faites pas partie, nous n'avons pas pour fait l'instant, partie, justement, de l'aide de l'État à la presse. De l'aide de l'État à la presse. Vous êtes out. Oui, et si on estime qu'il y a 50 millions, bien sûr que c'est... c'est dérisoire. En tout cas, on peut le dire ainsi. S'il y a 50 millions qui est là de façon additive et qu'on estime que c'est pour aider la presse dans le cadre de Covid-19, sachant très bien que la presse en ligne ne va pas en profiter ou bien ne fait pas partie de ceux qui vont en bénéficier, je pense qu'il y a un problème. Ça, c'est un. Il y a un problème. Il a dit. Il y a un sérieux problème. Mais là aussi, il va falloir aussi que nos autorités nous disent, nous clarifient davantage sur cette question. Parce que nous, quand on est parti à l'information, ce qu'on nous a dit, c'est que les 150 millions, c'est l'aide de l'État à la presse. On a juste augmenté. Mais si en profondeur, on constate effectivement que les 50 millions qui sont ajoutés, en réalité, c'est dans le cadre de Covid-19 et que la presse en ligne n'en profite pas, puisque c'est la question actuelle aussi. Ouais. Et nous estimons, si c'est ça, nous estimons qu'il y a une lésion. Marc, vous défendez au niveau du CONAP toute la presse, hein? Oui, bien évidemment. Puisque moi-même, il faut le rappeler, je suis acteur de la presse en ligne. La presse, même si j'ai un journal, je suis avant tout acteur de la presse en ligne, membre de la TOPEL, et Jacques est mon secrétaire général. Et c'est pertinent ce qu'il dit. Oui, ce qu'il dit est très pertinent, et d'autant plus que ça fait partie d'un combat que nous avons lancé au niveau du CONAP depuis 5 ans déjà.
mais les résultats tardent parce que l'aide de l'État à la presse est répartie aujourd'hui suivant un décret de 2009. Et ce décret de 2009-là devrait être remis au goût du jour, c'est-à-dire le décret de 2009 réactualisé, puisque le décret de 2009 était rattaché à l'ancien code de la communication. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de cette année, nous avons un nouveau code de la presse et de la communication qui prend en compte effectivement les médias en ligne. Parce qu'avant, moi je me rappelle, quand j'avais démarré, c'était même difficile d'avoir une carte de presse rattachée à ton organe. Tu étais obligé d'aller supplier un directeur de presse écrite pour qu'on puisse mettre le nom de son organe sur ta carte de presse. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est une évolution. Tu peux avoir une carte de presse au nom de ta presse en ligne, puisque les presses en ligne sont prises en compte. Il faudrait donc remettre au goût du jour ce décret-là. Maintenant, à mon avis, il y a une envie, ou il n'y a pas cette envie-là des tenants, en tout cas des membres de ce comité-là, d'aller vite à cette relecture, parce que vous savez, la presse en ligne, c'est elle qui abat le gros du boulot actuellement pendant cette crise. Vous aurez remarqué que la plupart des journaux papier sont à l'arrêt, quasiment. Ceux qui travaillent encore sont dans des éditions digitales. Et donc, il faut trouver le moyen d'aider la presse en ligne. Ça, il faut le dire. Je confirme et je rassure que les 50 millions additionnels ont été ajoutés par le ministère des Finances pour cause de Covid. Maintenant, vous savez, il y a un comité technique qui s'occupe de la répartition de l'aide de l'État à la presse. C'est ce comité qui détermine si c'est 50 millions qui iront aux médias individuellement, si c'est 10 millions qui ira à la formation. Ce comité, normalement, doit, en prenant en compte le fait que ces 50 millions-là ont été donnés spécialement pour le COVID, les répartir équitablement au niveau de tous les médias qui sont engagés dans la lutte. Mais je ne pourrais pas dire aujourd'hui où ils en sont. Je sais qu'il y a cette répartition qui est en cours, mais j'ai une certitude, c'est que nous continuons quand même les discussions avec l'autorité pour qu'il y ait une aide spéciale presse en ligne. C'est ça aussi, Marc, laisse-moi, je ne vais pas, c'est-à-dire qu'il faut faut pas vraiment qu'on aille dans la confusion. Je ne vais pas dans la... Je voudrais intervenir. On ne va pas dire que cette aide spéciale qui est en cours sera destinée seulement à la presse en ligne. Laissez-moi on va écouter Rodrigue sur le sujet. Laissez-moi terminer. Marc, on va vous revenir. Oui, Rodrigue. Les propos de Marc. Oui. À ce que je sache, le budget sur lequel les 150 millions sont dégagés a été voté par l'Assemblée nationale avant l'avènement de Covid-19. Je ne vais pas vouloir faire de fausse communication dans une telle émission. C'est en cela que je dis qu'il faut qu'on nous clarifie. Parce qu'à mon entendement, vu que c'est voté par l'Assemblée nationale, à moins que l'Assemblée les députés soient devins pour imaginer qu'il y aurait pandémie, donc il faut anticiper. Ce qui est voté pour l'Assemblée nationale, c'est pour la période 2020-2021 que ça devait être appliqué. Nous disons, en tout cas, selon ce que les informations que nous avons. Vous pensez qu'on est sorti de nulle part pour dégager comme ça 150 millions pour la presse? C'est dans un budget. C'est quel budget? Voté où? À l'Assemblée nationale. Marc évoquait un 50 millions spécial. Je m'en tiens au budget voté les par 150 millions qui viennent d'être dégagés pour la presse et qui est en cours de répartition sont sur le budget de l'État 2019. Avant budget 2019. C'était déjà voté. Et sur le budget, après le budget 2019, il y a eu le budget 2020. Et sur le budget 2020, il y a effectivement 150 millions. Et c'est une augmentation que nous avions saluée en son temps, puisqu'il y a eu une augmentation de 50% avant pandémie. Et donc, pour cette année, normalement, nous devrions avoir 100 millions. Même si tout ça, pour moi, ne représente rien par rapport à ce que la presse doit prendre. Pour cette année, nous devrions avoir 100 millions. Mais le gouvernement a estimé que pour soutenir la presse dans le cadre du Covid, ils ajoutaient exceptionnellement ces 50 millions-là pour faire 150 millions. C'est une information que j'apporte. Si on n'a pas les preuves... Nous disons la même chose. Mais alors là, il y a plutôt une mauvaise communication autour de la chose. Nous allons évoluer. Mais Latif, je n'avais pas encore... Rapidement, nous allons évoluer. Dans ce cas, il y a un problème de communication autour de la chose. Qu'on nous dise clairement que 100 millions, c'est pour l'aide de l'État à la presse et ça engage dans les critères énoncés par la loi.
50 millions, c'est pour Covid-19. C'est cette clarification que moi-même, j'insiste qu'on trouve le mécanisme pour que nous allons évoluer rapidement. Moi, personnellement, je ne la maîtrise pas, cette information. Il y a un autre problème. Et à chaque fois qu'on en discute, en tout cas au niveau des organisations de presse, on s'est toujours séparés en queue de poste. Et ça fait partie aussi des freins au fait que nous ne jouissons pas véritablement de notre liberté de presse, comme je l'énonçais au début. C'est sur c'est vrai que la loi énonce un certain nombre de critères aujourd'hui. Cette aide spéciale Covid, et surtout quand je prends la prolifération des médias aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup de médias. Il y a un certain... Surtout les médias en ligne. Oui. Non, on n'aura pas le temps d'en parler. Oui, c'est juste une parenthèse. Et c'est la définition aussi de ces critères-là qui pose problème. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup ne veulent pas s'aventurer sur le terrain d'une aide commune globale répartie à tout le monde. C'est parce que c'est qui en bénéficie? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des médias en ligne qui ont des rédactions, du personnel payé, des charges effectives. Et nous avons aussi des médias en ligne qui se résument au téléphone de celui qui, des fois même, n'est pas journaliste. Ayons le courage de dire certaines de nos réalités. C'est une très longue histoire. Une question de quelqu'un même qui n'est pas journaliste. Et donc, est-ce qu'on va dire qu'on a une aide spéciale Covid et donc tout ce beau monde-là qui a un téléphone et qui se dit journaliste, on leur donne... Alors, une question qui ramène à nous. Nous, en tant que professionnels, on parle des fake news en cette période de pandémie. Comment est-ce qu'en tant que professionnel, vous arrivez justement à détacher les bonnes des mauvaises informations? Rodrigue Ahigo. Vous savez, malheureusement, c'est la mode. C'est pour ça que, comme nous le disions, il faille nous donner le moyen nécessaire pour que nous puissions avoir la vraie information et la distinguer de la fausse information. La fausse, voilà. Vous comprenez? Aujourd'hui, mon confrère parlait du portail. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai édition de 6 heures. À 6 heures, le portail n'est pas actualisé. Donc, ce que je vais livrer là, en me basant sur le portail, c'est une information fausse que je vais donner. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu n'as pas la chance de suivre le passage de ceux qui gèrent le comité de riposte à la télévision nationale, ça voudra dire que vous n'avez pas l'information actualisée. Au même moment, il y a certaines informations qu'on ne voudrait pas que ça soit divulgué, que ça soit porté à la connaissance. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, j'ai eu la chance à poser la question là. Par exemple, quand vous suivez les éditions de journaux télévisés ou parler sur les autres chaînes des autres pays, écoutez, vous avez chaque fois des acteurs qui viennent, les gens posent des questions et ils répondent. D'accord. Alors Rodrigue, si vous n'avez pas justement les informations actualisées, le portail n'a pas encore donné l'information à 6 heures. Oui. Alors, il faut s'abstenir de la donner ou il faut donner ce qu'on a sous la main. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Le jour où on a arrêté Dr Gabriel Mensah Boyomekodjo, par exemple, ce jour-là, moi j'ai suivi des éditions de journal parlé sur des radios qui ont présenté un ramassis d'informations sur WhatsApp parce que on estime que telle personne qui donne l'information, c'est en cela ce que Marc disait, c'est très important. Aujourd'hui, dans notre corps, il y a des infiltrations, on n'est pas forcément journaliste, donc on ne maîtrise même pas les bases juridiques de l'exercice. Et donc, moi, je dis, c'est Marc qui a envoyé l'information, donc voilà, je fais confiance à Marc comme c'est Marc qui l'a envoyé. Peut-être après, je donne Marc, ça ne veut pas dire que je dis. Peut-être après, parce que je ne suis pas habitué. C'est ça. Et après, par exemple, la personne te dira, moi aussi, on me l'a envoyé comme ça. Donc aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de filtrer l'information, mais le professionnalisme exige et il faut attendre. Passer des coups de fil. Maintenant, là, passer des coups de fil aussi, Marc l'a dit, ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui de votre propre chef, aller voir Dr You pour qu'il vous donne l'information sans l'aval, par exemple, du ministre de la Santé.
Et il faut que le ministre de la Santé ait l'aval. Il faut aussi que lui aussi il attende le Donc vous premier pensez ministre. qu'il y a des barrières à ce niveau également? Moi, je me demande si on a un ministre de la Santé. Ah. Oui, on en a. Donc, Non. Le Non, mais professeur c'est une Bidji question Awa pertinente. Moustapha C'est une question Est-ce qu'on pertinente. a est un ministre de la... On a un C'est ministre de une la question Santé, on a un pertinente. gouvernement. Nous sommes en pleine crise, En pleine crise sanitaire. Un état d'urgence sanitaire a été décrété. Jamais, je dis bien jamais, je n'ai vu un ministre de la Santé Devant la presse, vous voulez dire? devant la presse. Sinon, Pour expliquer aux il est là. populations les Il est là quand même. implications de cet état d'urgence. Il réceptionne des cargaisons Latif, chaque jour à l'aéroport international. Latif, Yadema. Tu vois Oui. jusqu'au chef de l'État des autres pays le faire. Donc, c'est pas le ministre de la Santé, Latif, c'est la moindre des Je choses. pose encore la question. Est-ce que nous avons un C'est ministre de la c'est moi Santé? qui pose les questions. Ah, sur le papier, oui, sur le papier. Bon, moi, Parce que, hein, vous savez, comme vous dites, avoir quelqu'un de nom qui occupe le poste, ce n'est pas ça. Ce à quoi les Togolais s'attendent, c'est d'avoir un ministre. Le ministre devrait nous écouter et devrait forcément peut-être accentuer ses Je prends actions. un exemple, celui dont vous parlez, qui occupe la fonction de l'actuel ministre de la Santé. Il est médecin, professeur titulaire, avec plusieurs années d'expérience, rhumatologue. Et l'un des meilleurs dans son domaine, selon ce que disent Ses des collègues. spécialistes. Et vous voyez, un praticien spécialiste, on est en pleine crise sanitaire, il abandonne ses éléments sur le terrain et lui-même se recroqueville dans son bureau. On a encore une petite minute à passer dans cette émission. Malheureusement, Malheureusement, ça s'est passé trop oui, mais vite. alors une question en 10 secondes chacun pourrait. Apparemment, les organisations de presse ne travaillent pas main dans la main. Ça aussi, c'est un frein à notre essor. 10 secondes, Jacques Lemon. C'est aussi un grand débat. Mais moi, je peux résumer ça ainsi. Vous avez raison. Ces derniers temps, on l'aurait constaté, mais ce n'est pas impossible qu'on trouve des solutions, j'allais dire. Il y a déjà des débuts de solutions, selon moi, que nous sommes en train de trouver. C'est juste qu'il y a des questions sur lesquelles, moi, je pose la problématique de la sincérité. Vous voyez, quand il y a certaines informations que nous tous n'avons pas, nous ne sommes pas au même diapason par rapport à certaines informations, ça pose problème. Et parfois, Il y a d'autres qui sont privilégiés, c'est ça? Bon, ce n'est pas, en tout cas, c'est pas nécessairement ça. Moi, je résume ça ainsi. Parce que vous dites que d'autres ont l'information et que d'autres Je n'en ont résume ça pas. ainsi pour dire qu'il faut qu'on soit au même diapason en matière d'information. et de traitement. Quand on veut travailler ensemble, il faut que le travail en toute concomitance et en toute collaboration Marc, puisse être 10 effectif. secondes c'est sur tout. ce sujet-là. Sur ce Vous ne sujet, travaillez pas main dans la main. Oui, On n'est pas solidaire. Oui, c'est vrai que c'est la perception que ça donne. Mais je pense que c'est une mauvaise foi de la part d'un certain nombre d'acteurs de ces médias. Vous savez, les gens ont à cœur leurs intérêts personnels et oublient les intérêts de gros nombres. Et puis, je pense que nous avons des organisations bien définies, bien catégorisées. Il faudrait que chacun respecte. Moi, par exemple, je Son suis une domaine de organisation définition. patronale. Une organisation patronale, ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas un regroupement de journalistes. Moi, je défends des intérêts des représentants, des des patrons. dirigeants de médias. 10 secondes, Rodrigue, parce qu'on a le temps, Vous on n'a savez, plus le temps forcément. 10 secondes. Ce débat a lieu à cause de l'environnement dans lequel nous exerçons. Et si l'environnement nous mettait les conditions normales, je Il ne pense doit que pas ça de devrait. débat. Parce qu'aujourd'hui, le PPT a des activités, le CONAP est invité, C'est pour ça que le je dis CONAP que a c'est des un faux activités, débat. le Oui. PPT est invité. Nous, Mais nous l'environnement... D'accord. Et la On Toupelle, aura le temps. Voilà, ça, je... Donc, Merci à Rodrigue travaille Arrego, avec secrétaire la général justement du PPT, Marc Agbo-Flan, secrétaire général du CONAP, Jacques Lemou, secrétaire général de la Topel. Et l'homme à devant a assuré la vidéo de cette émission en ASPM. La mise en onde, je suis Latif Yorouma. Merci à tous ceux qui nous ont suivis au prochain numéro.